Cher Pierre, je voudrais évidemment commencer par des remerciements qui sont totalement sincères. Des remerciements d'abord, bien évidemment, aux organisateurs et aux initiateurs de cette journée. Merci à eux. Et puis aussi des remerciements à nos amis polonais, italiens aussi, mais aujourd'hui spécifiquement à nos amis polonais, d'avoir su avec nous faire perdurer cette association que nous avons ensemble, et qui se traduit aujourd'hui à Orléans par la présence d'un maître de conférence, mon ami Zagorski, et d'un autre maître de conférence issu donc de l'Université d'Orléans, M. Piatek, et encore beaucoup de doctorants. En tant que directeur de l'école de droit, je ne peux que me réjouir de cette situation. Je remercie également l'assistance, spécifiquement les étudiants venus d'Orléans et qui ont sacrifié leur journée de Black Friday pour venir ici nous écouter. Alors ceci étant dit, après ces considérations traditionnelles, je vais en effet évoquer le sujet de l'économie, enfin de la constitution économique, des fondements économiques de la Constitution. La question, effectivement, vous l'avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure, mérite d'être posée puisque, à l'origine, comme vous l'avez rappelé, le terme de constitution renvoie à ce qu'on va appeler la constitution politique, l'organisation des pouvoirs publics et leur rapport, leurs relations réciproques. Mais comme le soulignent les professeurs Constantinescu et Pierre Ecaps dans leur manuel de droit constitutionnel, à ce premier sens de constitution politique est venu s'ajouter des adjectifs différents qui montrent la richesse du terme de constitution. C'est ainsi que des termes de constitution financière, constitution économique, constitution sociale ou constitution civile ont pu être employés pour montrer les rapports politiques et leur aménagement institutionnel, en tout cas que ces rapports politiques ne sont pas les seuls en cause dans une constitution. La constitution dévoile ou réglemente des rapports autres que politiques, nous disent ces deux auteurs, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui. En tout cas, de manière totalement nuancée, vous allez le voir. Cette question est intéressante parce qu'à l'origine, le droit public financier, le droit public économique, celui qui traite de l'intervention de la puissance publique dans l'économie, est à l'origine un droit réglementaire. Quelques lois, bien évidemment, sont intervenues de plus en plus, mais ce n'est que très récemment qu'on peut trouver des sources constitutionnelles pour ce droit public économique. Alors j'en viens directement à mon propos. La question donc est de déterminer s'il y a des fondements économiques dans la Constitution et si c'est le cas, quelles conséquences en tirer, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler ou non de constitution économique pour traiter de la Constitution de 58 dont nous fêtons aujourd'hui les 60 ans. Alors première partie donc rapide qui sera consacrée au constat, savoir si effectivement il y a des dispositions de nature économique dans le texte constitutionnel. Dans le texte même de la Constitution, il est clair que le terme qui va le plus être approprié, c'est celui de rareté. En effet, la totalité de la doctrine s'entend sur ce point-là. Il y a très peu de dispositions dans la Constitution de nature économique. La Constitution française contient peu de dispositions de nature économique, nous dit le professeur Chéreau. La professeure Cartier-Bresson souligne également qu'il y a de rares dispositions constitutionnelles ayant un objet proprement économique, et comme elles ne sont pas nombreuses, permettez-moi de les citer. L'article 1er de la Constitution de 58 nous dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est vrai que c'est assez large, mais ça peut renvoyer à notre sujet. L'article 13 sur le pouvoir de nomination du président de la République au poste de direction dans les grandes entreprises publiques. Les articles 21 et 37 sur le pouvoir réglementaire du Premier ministre, y compris en matière économique. Les articles 69 et 70 sur le Conseil économique, social et environnemental, qui rappellent que tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social et environnemental lui est soumis pour avis. L'article 34 sur le domaine de la loi, où on apprend notamment que la loi fixe les règles concernant l'établissement des impositions,
le régime d'émission de la monnaie, les nationalisations, les privatisations, et qu'elle fixe les principes fondamentaux de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales, et c'est une nouveauté de la révision constitutionnelle de 2008, les lois-programmes. Ces lois de programme, nous dit l'article 34, peuvent d'ailleurs déterminer les objectifs de l'action économique et sociale de l'État. Pour compléter cette liste, l'article 11, qui depuis 1995, depuis la révision de 1995, permet au président de la République de soumettre au référendum tout projet de loi portant notamment sur des questions économiques et sociales. L'article 47, 47.1 et 47.2 sur les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale et le rôle de la Cour des comptes. Et plus largement, l'article 61-1 sur la QPC, et vous verrez tout à l'heure pourquoi je le cite. Plus largement encore, l'article 20 sur le rôle du gouvernement et l'article 49 sur l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur son programme et sur sa déclaration de politique générale qui, comme tout le monde le sait, est essentiellement scruté sous l'aune des propositions économiques du gouvernement. Alors cette rareté est-elle compensée par les autres strates, par les autres composantes du bloc de constitutionnalité ? Compensée, oui, mais à peine. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, d'inspiration libérale, d'inspiration individualiste, contient en effet quelques dispositions qui, si on fait un petit effort, peuvent être attachées au domaine économique. L'article 2 et 17 sur le droit de propriété, l'article 6 sur le principe d'égalité, qui, on le verra, aura pu être développé par le Conseil constitutionnel en matière économique, l'article 8 sur la légalité des délits et des peines, l'article 15 sur le principe de responsabilité des agents publics, tout agent public donc peut être contrôlé, et l'article 4 sur la liberté, d'où on tirera, nous allons le redire, la liberté d'entreprendre, cette liberté essentiellement donc de nature libérale. Le préambule de 46, lui, est celui qui est finalement le plus clair en matière économique, puisque son alinéa 9 prévoit la nationalisation des services publics nationaux et des monopoles de fait. D'autres principes particulièrement nécessaires à notre temps peuvent être ici aussi envisagés, notamment la participation des travailleurs à la gestion des entreprises publiques ou encore l'alinéa 5 sur le droit du travail. La charte de l'environnement, on en parlait tout à l'heure, il est trop tôt pour encore être certain de son rôle économique, mais le principe de précaution, effectivement, ou encore le principe de participation peuvent y être reliés. Donc le constat, effectivement, c'est que dans ce bloc de constitutionnalité, nous avons des textes porteurs de visions différentes. La DDHC, une vision plus libérale. Le préambule de 46, une vision beaucoup plus interventionniste. Et au final, le constat est celui d'une rareté des dispositions constitutionnelles ayant trait à l'économie. Et comme le dit très bien le professeur Chéreau, il en irait ainsi de toutes les constitutions libérales classiques. Libéral, le mot est lâché. Doit-on donc considérer que notre constitution de 58 est une constitution libérale et donc, pourquoi pas, une constitution économique ? Donc j'en viens à ma deuxième partie, à savoir... au vu de la rareté des dispositions économiques dans notre Constitution, est-ce qu'il est possible d'envisager le fait que notre Constitution de 1958 est une Constitution économique ? À cette question, je répondrai en deux temps. D'une part, j'évoquerai la neutralité apparente du texte, et puis je reviendrai dans un deuxième temps sur le rôle du juge constitutionnel qui, en la matière, est essentiel. Mais ma conclusion sera assez perturbée. Alors, d'abord, la neutralité apparente du texte. Effectivement, si l'on peut
sans trop de problèmes parler de constitution financière, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout un tas de dispositions relatives aux lois de finances, loi de financement de sécurité sociale, le rôle de la Cour des comptes, ou encore, je ne l'ai pas cité, l'article 40 sur les irrecevabilités financières. Il y a pas mal de dispositions qui renvoient aux finances publiques dans notre Constitution. Peut-on parler de constitution économique? Alors, constitution économique, le terme est, il est vrai, un peu sombre. Pour essayer d'éclairer ce qu'est ce terme, ce à quoi renvoie ce terme, il faut revenir à la doctrine allemande, la doctrine post-Deuxième Guerre mondiale. En effet, en Allemagne, un mouvement, le mouvement des ordolibéralistes, est né. Et ce mouvement propose une vision combinée du libéralisme et de l'interventionnisme, au final. L'économie sociale de marché. L'économie sociale de marché, puisque ce courant réfléchit sur la manière de combiner les libertés économiques et l'intervention de l'État pour assurer le bon fonctionnement du marché et la cohésion sociale. Donc une version mélangée de ces deux conceptions économiques que nous avons coutume d'opposer. Et la constitution économique, je n'essaie même pas de lire en allemand le terme, puisque je suis bien incapable, mais la constitution économique est la notion qui traduit ce courant de pensée. Alors, la doctrine française a essayé d'appliquer cette doctrine ordo-libéraliste en France et de définir ce qu'était cette constitution économique. La constitution économique, on sait en tout cas ce qu'elle n'est pas. Considérer que la constitution économique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une constitution dans laquelle on retrouve un certain nombre de dispositions économiques, on fait mauvaise route. On fait mauvaise route. Comme le dit notre collègue Georgopoulos, la fonction régulatrice de la norme suprême de l'ordre juridique ne saurait se contenter d'empiler les contraintes et les solutions sans logique, sans perspective ni cohérence. Un tel bric-à-brac serait juridiquement irrationnel et économiquement contre-productif. Donc, avoir comme approche de la constitution économique une simple liste de dispositions économiques serait une mauvaise solution. D'autres membres de la doctrine française se sont essayés à définir ce qu'était la constitution économique au vu donc de ce mouvement ordo-libéraliste. Le professeur Constantinesco définit la constitution économique comme l'ensemble des normes juridiques qui précisent et ordonnent le cours du processus économique dans un ensemble économique donné. Le professeur Obi, lui, nous apprend que la constitution économique, c'est celle qui recèle des principes structurants du système économique national et surtout de la place qui occupent respectivement les mécanismes du marché intérieur et l'intervention de l'État. De manière générale, on sera d'accord pour dire, avec le professeur Martucci, qu'on peine à trouver dans la doctrine une unité conceptuelle de cette notion. Mais il faut bien faire un choix, et moi je vais me rapprocher de la vision de M. Bertrand du Marais. Bertrand du Marais a, dans un colloque organisé notamment sur la constitution économique en hommage au professeur Carcassonne, définit la notion de constitution économique comme renvoyant à deux conceptions. La première, c'est que la constitution économique renvoie à un système économique plutôt qu'à un autre. Autrement dit que dans la Constitution, le texte doit faire le choix d'un système, soit libéral, soit interventionnisme, de manière claire. Il s'agit donc de regarder, de découvrir si dans la Constitution, une disposition précise si notre régime économique est plutôt libéral ou dirigiste. Donc, dans ce sens, on peut y voir la constitution économique comme celle qui encadre les comportements des acteurs économiques, libéraux ou interventionnistes, et ainsi on peut véritablement faire un parallèle avec la constitution politique, celle qui organise les rapports entre les pouvoirs publics. Donc, existe-t-il
dans notre Constitution de 58 des dispositions qui nous permettent de dire si nous sommes dans un régime libéral, régime économique libéral ou interventionniste, à en croire ce que l'on vient de dire, la réponse est non. Ainsi, les membres de la doctrine, auxquels je m'associe volontiers, notamment le professeur Chéreau, mettent en avant le fait que donc la Constitution de 58 est une constitution économiquement neutre. La neutralité économique de la Constitution est donc évidente. La Constitution de 58 n'affiche aucune préférence sur les choix économiques majeurs qui ébaucheraient donc le modèle économique poursuivi. J'ai cité tout un tas d'articles tout à l'heure. Je l'ai dit, il y en a certains qui concernent plutôt les finances publiques, donc la procédure budgétaire. Quant à ceux qui ont directement un sujet économique, ils ne font pas pour autant preuve d'un choix sur une conception économique précise. L'article 70 sur le CESE, sur le Conseil économique, social et environnemental, ne nous parle que de planification. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous parle de liberté, nous parle d'égalité, mais rien de très précis. Finalement, la seule disposition qui pourrait nous éclairer en la matière et qui pourrait constituer un linéament de constitution économique, c'est l'alinéa 9 du préambule de 46, qui donc prévoit que doivent être nationalisés les services publics nationaux et les monopoles de fait. Mais à considérer que c'est le cas, faut-il reconnaître que les termes employés sont quand même assez obscurs. Pourtant, on pourrait aussi partager l'opinion de certains autres membres de la doctrine qui estiment qu'en vérité, il n'existe pas de constitution économiquement neutre, que le fait même de ne rien dire veut déjà dire quelque chose, que effectivement la neutralité économique est donc relative, que l'absence de régulation au niveau constitutionnel constitue en tant que telle une prise de position sur la nature économique du régime. Il est vrai que les constitutions, comme tu l'as rappelé tout à l'heure Pierre, sont très rarement explicites sur ce point-là. En contre-exemple, on peut citer bien évidemment l'ancienne constitution de l'URSS, mais des constitutions aussi toujours d'actualité, comme la constitution roumaine, qui nous dit que l'économie de la Roumanie est une économie de marché. La constitution bulgare, l'économie de la République bulgare est fondée sur la libre initiative économique, ou encore, mais j'espère ne pas me tromper au niveau de la traduction, l'article 20 de la constitution polonaise, l'économie sociale de marché fondée sur la liberté de l'activité économique, sur la propriété privée et la solidarité, constitue le fondement du système économique de la République de Pologne. Donc s'il n'existe pas de constitution économique, je reviens à la France, de constitution économique explicite, il pourrait éventuellement exister des constitutions économiques implicites, et cette constitution économique implicite, au vu de l'alinéa 9 du préambule de 46, serait plutôt une constitution libérale. Peut-être, ou peut-être pas. Car d'autres membres de la doctrine, je reviens à notre collègue Georgopoulos, qui lui affirme plutôt que si constitution économique existe, elle serait plutôt interventionniste. Puisqu'en effet, on voit mal comment dans un système économique, on pourrait tolérer que l'État n'accompagne pas certains réajustements, donc par la fiscalité, par les travaux publics. À vrai dire, il n'existe pas de système économique sans intervention de la puissance publique. Le professeur Dumaré, Bertrand Dumaré, vient rajouter une deuxième conception à la constitution économique. La constitution économique renverrait alors à l'introduction dans la Constitution d'agrégats, de notions économiques tirées donc de la théorie économique. Une constitutionnalisation donc croissante de la théorie économique. Alors effectivement, si au niveau du premier sens on pouvait envisager assez clairement la neutralité de la Constitution, la neutralité économique, au regard de ce deuxième sens, on peut considérer que la Constitution de 58
est véritablement une constitution économique, puisqu'effectivement, il a été introduit des notions de micro- et de macroéconomie. Je vais, au regard du temps qui m'est encore imparti, simplement évoquer les notions de macro, puisque c'est celles finalement qui sont le plus développées dans les constitutions. Et surtout, l'introduction en 2008 de cette notion d'équilibre budgétaire dans notre constitution. La notion d'équilibre budgétaire est en effet rappelée à l'article 34 lorsque le constituant nous parle des orientations pluriannuelles des finances publiques qui doivent être comprises dans les lois de programmation. Et ces lois de programmation s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. Un objectif, certes, pas un principe constitutionnel, mais un objectif qui nous est imposé par les institutions européennes. Mon ami Hermano en sait quelque chose au niveau de l'Italie. Donc, il est effectivement possible d'envisager que, dans ce sens-là, la Constitution est une constitution économique. Mais, en définitive, la nature économique de la Constitution, si on ne la trouve pas dans le texte même, préambule et texte même de la Constitution, c'est plutôt dans le juge, dans le travail du juge, qu'il faut aller la chercher. En effet, le juge constitutionnel est celui qui est compétent donc pour appliquer les principes que je vous ai cités pour commencer. Et ce qu'on peut remarquer, je vais essayer de conclure assez rapidement, c'est que le juge constitutionnel en la matière ne fait pas non plus de choix entre un système interventionniste ou libéral. Le Conseil constitutionnel, en définitive, partage, confirme le bilan que j'ai fait tout à l'heure de la neutralité économique de la Constitution. Puisque, en effet, au travers des différentes décisions en matière économique du Conseil, on peut remarquer que le Conseil ne privilégie ni le libéralisme ni l'interventionnisme. Lorsque le Conseil, en 1982, a connu des lois de nationalisation, il a contrôlé ces lois, non pas au regard des principes de l'alinéa 9 du préambule de 46 sur la nationalisation, mais plutôt sur l'article 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en donc privilégiant la liberté, notamment la liberté d'entreprendre. En 86, lorsqu'il contrôle la constitutionnalité des lois de privatisation, il le fait là au regard justement de l'alinéa 9 du préambule de 46. Autrement dit, il ne fait aucune hiérarchisation, il fait une conciliation entre les principes libéraux et les principes interventionnistes. Au final, le juge ne fait qu'un travail de neutralisation. Certains estiment, à l'image de professeur Martin Collet, que l'on connaît bien à Orléans, que par là même le Conseil constitutionnel fait même preuve de conservatisme, en ne voulant pas finalement privilégier l'une ou l'autre des données économiques. Ce conservatisme, il peut s'expliquer. Il peut s'expliquer parce que, comme le disent un certain nombre d'auteurs, le Conseil constitutionnel doit défendre la nature politique, les choix politiques et les choix économiques réalisés par les pouvoirs publics et ne pas s'ériger en constituant ou en législateur. Donc, effectivement, le juge constitutionnel, dans sa jurisprudence, ne privilégie aucune conception économique. Et ce n'est pas la QPC et les jurisprudences qui ont pu en découler, notamment sur la liberté d'entreprendre, qui peuvent nous faire croire l'inverse. Parce qu'effectivement, si l'on regarde les jurisprudences QPC sur l'application de la liberté d'entreprendre, on verra très bien que parfois, le Conseil constitutionnel fait primer des monopoles, parfois les condamne, donc une jurisprudence qui est totalement diversifiée. Donc j'en conclus avec finalement un bilan. Le bilan, c'est que la Constitution et au final le Conseil constitutionnel confèrent une certaine neutralité économique à la Constitution. Par son contrôle, le juge constitutionnel place finalement le curseur de la neutralité et trace ainsi les contours de la Constitution économique. Le degré de la neutralité économique de la Constitution
et donc tributaire du travail du juge, puisqu'on l'a vu, il n'est pas dans le texte. Tributaire de l'intensité du contrôle du juge. Le juge dresse alors la hauteur du mur que le législateur peut franchir en matière économique. Donc tout est finalement question de degré, et en définitive, s'il y a une vraie question à se poser, ce n'est pas celle de la neutralité économique de la Constitution, peut-être est-ce plutôt celle de la neutralité de la Constitution économique. Je vous remercie.